C'est le moment d'accueillir l'invité de Paris Direct. Bonjour, Charlotte Coco-Quillon. Bonjour. Vous êtes docteur en géographie, vous êtes journaliste et vous venez de publier ce livre qu'on va voir à l'écran, Harlem, une histoire de la gentrification. Vous êtes spécialiste des États-Unis. Avec vous, dans les prochaines minutes que nous allons passer ensemble, on va examiner des aspects assez particuliers de la campagne présidentielle aux États-Unis. Il va être question des questions raciales, de celles qui ont à voir avec l'accueil des migrants et la politique de la ville aux États-Unis, si tant est que cela existe. Mais la campagne, pour commencer, quel regard est-ce que vous portez sur les dernières victoires de Donald Trump dans les primaires de l'Iowa et du New Hampshire? Il les a remportées haut la main, si l'on peut dire. Est-ce qu'il y a un désir de Trump aux États-Unis? Alors oui, il y a un électorat. Trump a conservé un électorat fort. Il faut se souvenir que même quand Biden a remporté la dernière élection, c'est pas parce qu'il y avait eu une démobilisation de l'électorat de Donald Trump, c'était parce qu'il y avait eu une mobilisation plus forte pour soutenir Joe Biden et pour voter en fait contre Donald Trump. Donc il faut garder en tête et que la particularité de Donald Trump, c'est que plus il est lui-même et fait et dit tout ce qu'on pourrait imaginer être le contraire de ce qu'on attend d'un homme politique, renforce au contraire sa base. Comme en parallèle, Joe Biden n'a pas spécialement rassuré ou servi les intérêts de la gauche radicale qui avait contribué à l'élire, cette déception-là risque d'affaiblir la mobilisation dans son propre camp et donc de le défavoriser. Joe Biden qui a gagné la primaire du New Hampshire alors que son nom ne figurait même pas sur les bulletins de vote, ça fait partie des étrangetés américaines. Quel regard portez-vous sur cette sorte de match entre ces deux vieux briscards? Oui, de ce point de vue-là, c'est vrai que c'est un peu désespérant sur le non-renouvellement de la vie politique. Il y a une endogamie très forte et des schémas récurrents qui fatiguent une partie de l'électorat. On commence à entendre la petite musique qui dit on va encore nous rejouer le même scénario, le même match. Puisque il n'y aura sans doute pas d'opposition. Il y avait un titre qui disait est-ce qu'on est encore dans une course du côté des Républicains? Donc ce sera sans doute effectivement une élection où on proposera le ticket Biden-Trump. Et des gens disent mais on aurait besoin d'une alternative, d'un troisième parti ou d'autres candidats, puisque en fait on n'est satisfait par aucun des deux. Rapidement, avant d'en venir aux questions raciales, quels devraient être les thèmes de cette campagne, les grands thèmes? Les thèmes vont être des questions intérieures. Il va y avoir beaucoup de questions économiques. Il y a des thèmes qui vont diviser. On mentionnait rapidement la question de l'immigration. Il y a des positions très différentes. Donald Trump a commencé à annoncer des politiques très brutales de déportation massive, de stopper des aides totales, etc. Donc ça risque d'être un sujet aussi. Harlem, une histoire de la gentrification. On en vient aux questions raciales dans les campagnes électorales américaines. Est-ce qu'elles occupent une place déjà dans ce type de débat? Oui, et les questions raciales, depuis des années, ont fait un retour très fort. D'ailleurs, sur la question migratoire, il s'agit de mobiliser l'électorat hispanique, beaucoup, qui représente quand même une force importante. Les questions raciales, elles jouent aussi parce que quand Joe Biden a été élu, c'était au pic du mouvement Black Lives Matter, qui lutte contre les violences policières notamment, mais pour la justice raciale d'une manière plus générale. Et ils avaient un peu l'espoir que Joe Biden porterait des réformes plus importantes. Et justement, quel est son bilan en la matière? Le bilan, c'est que cette année, pour la deuxième année consécutive, il y a un nombre record de victimes de la police et de nombre de morts par la violence policière. Donc, son bilan n'est pas une réussite de ce point de vue-là. Sur les campus américains, il y a des tensions très fortes en ce moment. On a vu la démission de 2 présidentes d'université, dont la présidente de Harvard, pour les propos qu'elle aurait tenus. Le prétexte... Ou qu'elle n'aurait pas tenu. Ou qu'elle n'aurait pas tenu, mais il y a eu un prétexte de plagiat scientifique qui, en fait, dissimule une attaque qui est plus profondément politique. Et toutes ces tensions raciales, en ce moment,
coalisent autour de la question du conflit israélo-palestinien, de la guerre qu'Israël mène en Palestine. Et de ce point de vue-là, le soutien inconditionnel de Joe Biden et des États-Unis à Israël, qui est en train de commettre des crimes de guerre documentés, choque énormément une partie de la population qui se sent trahie par Joe Biden. Charlotte Coquillon, même Joe Biden en 2021 avait promis d'augmenter les dépenses du gouvernement fédéral envers les entreprises détenues par les minorités. Et on pense spécialement aux hispaniques et aux afro-américains. Il avait aussi promis de faire respecter une loi s'agissant du logement qui date de 1968, qui interdit toute discrimination en matière de logement. Est-ce que, aujourd'hui, on peut, avec cette campagne qui démarre, on peut s'attendre à des promesses différentes en cette matière-là? On va parler de Harlem dans quelques instants. Il va peut-être faire d'autres promesses, il va sûrement essayer d'aller faire d'autres promesses, mais son bilan n'étant justement pas convaincant, je présume qu'il ne va pas être entendu. Harlem, quartier de New York, très, très emblématique, l'un des five boroughs, comme on dit, pour ceux qui connaissent cette ville. Au cœur de votre livre, Harlem qui a été une capitale noire, mais qui peut-être ne l'est plus parce que gentrifiée. Comment s'est opérée cette gentrification ? Alors Harlem, effectivement, était un quartier célèbre pour être un quartier noir, une capitale culturelle, politique, artistique, sociale pour les Noirs américains. Et sa gentrification a déplacé un très grand nombre de la population noire, notamment parmi les plus pauvres, puisqu'il y a aussi eu l'arrivée d'une population noire plus bourgeoise qui est arrivée. Donc il y a eu vraiment un déplacement de population très important, au point que les Noirs aujourd'hui sont en minorité dans le quartier, ou sur le point de l'être. Et cette gentrification, c'est le résultat de politiques publiques qui se sont, de manière très volontaire, imposées au fur et à mesure des différentes décennies, des politiques de logement, des politiques de sécurité, des politiques économiques pour attirer des nouveaux commerces et des nouveaux business. Et tout ça a participé à la gentrification du quartier. Le mot de gentrification, quand on vous lit bien, n'est pas assumé par les responsables, notamment de la ville de New York. On préfère parler de quoi? De régénération des centres-villes, de reconquête. Pourquoi botter en touche? C'est une dépolitisation du terme. En fait, le terme gentrification, il est construit sur la racine gentry, qui désignait la petite noblesse en Angleterre. Et donc, c'était le remplacement d'une population ouvrière par une petite noblesse. Donc on a vraiment cette lutte des classes qui est contenue dans l'étymologie du terme gentrification et un terme qui est contesté, récusé, du coup, comme vous venez de le dire, par les pouvoirs publics qui préfèrent polisser et utiliser un terme plus neutre et dépolitisé de renouvellement, rénovation, et on dépolitise le terme et la description du phénomène social. Et aujourd'hui, Harlem, c'est quoi? C'est un quartier bobo, même si on continue de mettre en avant les aspects qui ont fait sa réputation culturelle, historique. Mais aujourd'hui, par exemple, ce n'est plus ce que c'était. Que deviennent les victimes, entre guillemets, de la gentrification de cette partie de la ville de New York? Oui, effectivement, Harlem est devenu un quartier très chic, très touristique, très cher, plus difficile d'accès quand on n'a pas les ressources qui vont avec. C'est un quartier de Manhattan qui fait le tourisme et qui attire, qui construit son marketing sur l'image, effectivement, sur le capital politique noir. Et pour les gens qui sont partis, on a une dispersion un petit peu. Les gens qui sont partis pour différentes raisons. Certains vont plus loin dans New York ou dans les États voisins comme la Pennsylvanie ou le New Jersey, éventuellement continuent de travailler à New York et font des allers-retours. Mais pour certains, ils sont repartis vivre dans les États du Sud, d'où la population noire avait migré au début du XXe siècle, dans ce qu'on a appelé la Grande Migration. Et ces familles noires qui étaient parties du Sud pour trouver du travail dans les villes industrielles du Nord et pour fuir le racisme et la brutalité des régimes ségrégationnistes du Sud, en fait, ils sont en train de se rendre compte qu'il y a toujours de la discrimination, il y a toujours des ségrégations, les opportunités
opportunités économiques sont de plus en plus rares. Donc, ils retournent vers le sud pour finalement trouver des emplois, notamment dans des villes comme Atlanta, par exemple. Charlotte Cocoquillon, ce qu'il s'est passé à Harlem dit de la politique de la ville aux États-Unis, si tant est que là-bas, pareille politique existe? Alors en fait, cette gentrification, ces politiques de gentrification sont devenues une réponse un peu systématique aux problèmes urbains, aux problèmes rencontrés par les villes-centres, de gestion des services sociaux, de renouvellement, d'embellissement, de qualité de vie, etc., dans un contexte néolibéral où on a de plus en plus transféré au secteur privé des services publics, le logement, même l'éducation. Et à Harlem, on voit que, par exemple, l'université privée Columbia University a en fait des liens très forts avec la ville parce que les intérêts des classes dirigeantes politiques et les intérêts des classes d'affaires sont en fait très, très alignés. C'est la même catégorie de personnes. Une ville, dites-vous, dirigée par Michael Bloomberg comme une entreprise. Et vous dites aussi, Charlotte Cocoquillon, ce sera peut-être ma dernière question, que ces politiques de gentrification, telles qu'elles sont menées, posent un problème de démocratie. Oui, parce qu'en fait, en déplaçant les personnes et finalement de manière brutale, et ne leur donne pas le droit à la ville et le droit finalement de vivre à des endroits qu'ils ont participé à construire, à faire vivre, à animer et dont ils ont fait la renommée. Donc pour ça, pour les questions d'exclusion, de marginalisation, etc., c'est un vrai enjeu de démocratie et de justice, parce qu'il y a des mesures de consultation publique qui, en fait, sont purement consultatives et non aucune... Formelles. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous. Charlotte Cocoquillon, pour ce voyage à travers la politique de la ville aux États-Unis sous le prisme de la campagne actuelle américaine en vue de la Maison-Blanche. Merci beaucoup. C'était l'invité de Paris Direct et c'était avec nous.